Là-haut, tout là-haut, il est un pays acculé dans les montagnes et assailli par l'océan. Écosse. Ce nom claque et résonne comme le bruit de la vague qui frappe violemment les parois rocheuses, comme le rugissement du cerf dans les landes infinies, comme la parade amoureuse du coq de bruyère, comme le piquet des fous de bassan. Depuis 25 ans, je parcours ces vastes étendues pour photographier sa faune et ses paysages. Là-bas, les lochs sont providence et la mer nourricière. Là-bas, les loutres se roulent dans les algues et les cerfs traversent la mer. 1000 fois j'ai contemplé ces paysages. 1000 fois j'ai assisté à cet opéra des lumières toujours mouvantes, chaque fois plus émouvantes. Entre deux averses, cette lumière divine finit toujours par faire irruption et illuminer comme nulle part ailleurs la nudité froide du paysage. Il faut du temps pour aimer l'Écosse, comme il faut une vie pour s'en désunir. Là-bas, je redeviens libre, sauvage. La voilà, la déesse des ondes. Celle qu'on imagine se mouvoir au crépuscule sans jamais la voir. Et pourtant, ici, elle s'active en plein jour, pour profiter d'une manne providentielle. Poissons de roche et crustacés fraîchement servis à chaque marée. Même si la loutre adopte une activité diurne, la voir n'est pas pour autant une mince affaire. Son pelage entièrement brun se fond parfaitement dans les tapis d'algues. Et surtout, elle n'aime pas l'homme. Dotée d'un odorat et d'une ouïe redoutables, la loutre est réputée pour être l'un des mammifères les plus difficiles à observer et à étudier. La belle est si farouche et discrète qu'il faut d'abord mener une véritable enquête à la recherche du moindre indice. Ce mammifère semi-aquatique a ses habitudes et utilise souvent les mêmes passages. Tout au long de son activité, la loutre marque de nombreux endroits de son urine et de ses crottes, les épreintes. Depuis une dizaine d'années, elle est devenue mon animal fétiche et je consacre des semaines pour rentrer dans son intimité. La loutre est un véritable emblème naturel en Écosse. Il suffit de l'évoquer avec les Écossais pour comprendre combien elle tient une place particulière dans leur cœur. Sur l'île de Mull, je parcours régulièrement plusieurs territoires occupés par les loutres. Pour déjouer sa méfiance, cet animal m'a appris à patienter, observer, interpréter. Il faut à chaque fois relever le challenge. Voilà ce qui me plaît par-dessus tout. Mon instinct ne m'a pas trompé. Une mère et son jeune profitent de la marée basse pour pêcher. Une partie de cache-cache s'installe entre le photographe et l'animal. S'approcher sans être repéré. Et surtout sans être senti. C'est précisément ces moments que je recherche le plus. Rentrer dans l'intimité d'une espèce sans la déranger, se faire totalement oublier et retrouver une part de sauvage en soi. Bon bah voilà, fin de la partie. Il est à peine 8 heures, je les ai vus ce matin à 6 heures, donc voilà, j'ai pu les suivre tranquillement pendant 2 heures. Cette femelle avec un petit relativement grand. Mais je crois que justement la femelle a fini par me flairer. Je les ai vus se mettre sous le vent et renifler assez fort.
Et depuis, ben, malheureusement, je les ai perdus. Je vais quitter le secteur tranquillement. En tous les cas, très joli coin, très très joli coin. Je quitte l'île, ses loutres et ses dauphins pour quelques semaines, car en ce début de printemps, je ne veux pas manquer l'un des événements naturels les plus forts de l'année. Au centre de l'Écosse, lochs, forêts et tourbières constituent l'habitat privilégié du petit coq de bruyère. Cette fois, un affût s'avère nécessaire pour assister aux balais étranges du tétralyre. Je tente de trouver le sommeil malgré le tonitruant concert livré à l'extérieur. Juste avant l'aurore, cet oiseau au plumage de suie se livre à l'un des rituels les plus spectaculaires, entre danse lyrique et trance vaudou. Avec le lever du jour, je peux enfin les distinguer et mesurer l'ébullition qui règne dans ce chaudron de testostérone. Sur le même emplacement de l'Ande depuis la nuit des temps, l'affrontement entre mâles est d'abord vocal. Mais rapidement, le tour de force devient physique. Mus par une énergie explosive, les mâles s'affrontent dans un combat aussi expéditif que violent. Les joutes s'enchaînent sous l'œil attentif d'une femelle qui observe leurs affrontements. Elle prend son temps. Elle n'est pas encore prête à faire son choix, quitte à fuir sous la pression des prétendants. Entre 8 et 9 heures du matin, comme s'ils suivaient une règle tacite à jamais gravée dans leur code de conduite, les diablotins de la lande s'envolent tous ensemble. L'affût m'a permis d'être au plus près de ces oiseaux aux parades énigmatiques. Et j'espère que j'aurai autant de chance avec les autres habitants de la forêt de Calédonie. Le parc national des Cairngorms englobe hautes montagnes, lochs de toute taille, pinèdes séculaires, tourbières tapissées de linaigrette et de drosera. Omniprésente et souvent chargée de particules de tourbe, l'eau brune rappelle tantôt la bière noire et amère, tantôt le whisky ambré. Les rivières Spey et Dee qui s'écoulent jusqu'à la mer du Nord sont convoitées par les pêcheurs de saumon et par un autre pêcheur, hors pair. Près de la rivière Féchy, les balbuzards pêcheurs ont construit leur nid imposant à la cime d'un ancien pin. Revenus d'Afrique, ces grands rapaces s'occuperont de leur nicher pendant 5 mois. Cette année, la tâche est simplifiée car un seul jeune a survécu. La vallée résonne des cris lancés par le couple. Le mâle vient d'attraper une truite et en informe sa partenaire. C'est l'heure du repas pour elle aussi. Les Cairngorms concentrent les plus beaux massifs de forêts de pins d'Écosse. On s'engouffre dans cette forêt comme dans un lieu solennel. La vaste cathédrale végétale invite à la contemplation silencieuse. J'aime me laisser absorber par son atmosphère apaisante qui contraste avec l'éternelle mouvance du bord de mer. Je
chuchotement des feuillages, gênement des troncs, elle semble vouloir communiquer, nous envoûter. Que en panache, toujours en alerte, l'écureuil roux est sans doute l'habitant le plus dynamique de la forêt. Deux flammes rousses se livrent à un jeu de course-poursuite frénétique, sans prêter attention à ce qui les entoure. J'ai juste le temps d'ajuster mon téléobjectif pour saisir le lutin des bois en plein vol. Dans une vallée secrète, le maître des lieux a choisi un arbre robuste pour établir son aire. L'aigle royal niche dans des vieux pins au-dessus des glaines où il chasse lagopèdes et lièvres variables. Les aiglons sont proches de l'émancipation, mais dépendent encore complètement des proies de leurs parents. Leur journée est rythmée par leurs repas et les longues heures d'attente. Pas de temps à perdre. L'adulte dépose une grouze et repart aussitôt en chasse. L'aigle royal le sait. La forêt est menacée. Depuis le néolithique, l'homme a mené un long travail de déboisement. Il y a 10 000 ans, les forêts recouvraient la moitié de l'Écosse. Aujourd'hui, elles ne subsistent plus que dans de petites parcelles. Les grands propriétaires préfèrent les espaces ouverts de la lande afin de maintenir de bonnes populations de grouses et de cerfs dont la chasse au trophée représente une manne financière. La vieille lande est brûlée pour favoriser les jeunes pousses de bruyère, nourriture d'un oiseau très prisé, le lagopède d'Écosse. Parée de son plumage de camouflage, la célèbre grouze demeure très farouche et n'entreprend de sortir de la végétation que pendant la période nuptiale. Au printemps, les mâles n'hésitent pas à s'exhiber sur les promontoires pour scander leur caquettement et séduire une femelle. La compétition est rude et le combat s'avère parfois nécessaire pour départager les prétendants. En l'absence de forêt, les cerfs se sont adaptés au vaste paysage dénudé. Dans les vallées profondes, les hardes se rassemblent en bord de rivière, là où la végétation fournit des sels minéraux nécessaires à la croissance de leur bois. Dans ces troupeaux de mâles, les tensions sont rapidement palpables. Privés de leur bois, les cerfs se livrent à des combats de boxe en se dressant sur leurs pattes arrière et établissent ainsi une hiérarchie en s'affrontant à coups de sabot. Un test grandeur nature avant les affrontements féroces qu'ils se livreront à l'automne pendant la période du brame. La fin de journée approche. Il est temps pour les hardes de regagner le refuge sécurisant des montagnes. Au lointain de la lande, l'océan se fait toujours entendre. L'Écosse est un pays de rocailles cerné par les montagnes, un pays d'eau rongé par la mer.
Après toutes ces années à arpenter ces côtes lacérées et ces landes marécageuses, je ne me lasse pas du talent d'artiste de la nature. Un spectacle sans cesse renouvelé où toutes les rencontres sont possibles. Balayé par le vent, le mauvais temps ici ne dure jamais longtemps et laisse place à ces lumières féeriques qui irradient le paysage. C'est un régal pour le photographe que je suis, car rien n'est figé. Dans une même journée, les sentiments basculent, tout comme la lumière, du désespoir à l'exaltation. Depuis quelque temps, une intuition m'obsède. Je connais un îlot inhabité, au fond translucide, un vrai paradis pour les phoques et les loutres. L'idée me hante de me rendre sur cette île, y vivre au rythme des marées et partager le quotidien de cet animal qui nourrit tous mes rêves. Et si je parvenais enfin à photographier la loutre sous l'eau? Le seul moyen d'en savoir plus est de m'y rendre en kayak. Voilà sur le site, c'est marée basse, un gros coefficient de marée. Du coup, ça change complètement la topographie des lieux. Je vois des têtes de phoques un peu partout. Quelques-uns sont déjà sur leur reposoir. Je vais essayer de m'en approcher, d'autant plus que les fonds sont magnifiques, sableux, très clairs. Du coup, ça peut laisser espérer faire de belles images sous-marines. Par contre, pour la loutre, je pense que c'est un peu tôt. Les algues sont trop découvertes pour le coup. Il va falloir attendre un peu, en marée montante peut-être, lorsque les algues seront flottantes. Bon, la journée s'achève maintenant. En rentrant dans l'eau avec mon caisson étanche pour photographier les phoques, j'ai vu des bulles d'air rentrer dans le caisson. Et donc mon appareil photo a pris l'eau de mer. Impossible de le redémarrer. Donc le 5D Mark II, le 1740 sont morts. Oh, je suis dégoûté. À côté de ça, j'ai le boudin du kayak qui est crevé. Il faut que je le regonfle régulièrement. Ça va être la galère pour rentrer. Et puis voilà, en revenant dans cette petite baie, j'ai croisé la loutre. Elle arrivait et moi je pagayais doucement. On s'est retrouvé un peu face à face. Elle est restée en surface, mais elle m'a repéré, elle a plongé, donc autant dire que c'est mort aussi pour la loutre. Je pense que je ne vais pas la revoir. Je repars bredouille, mais au fond de moi, je suis ravi. Je sais que la loutre occupe l'endroit et que je pourrai bivouaquer sur l'île. C'est promis, j'y reviendrai, dès que mon matériel photo sera à nouveau opérationnel. Soumises au vent violent, les falaises subissent les affronts de la mer. Un combat perdu d'avance par ces bouts de terre devant la rage des flots. Sur les façades vertigineuses,
des dizaines de milliers d'oiseaux se côtoient, se chamaillent et tournoient autour des apics lacérés par les assauts des vagues. Le moindre escarpement est occupé par une foule de locataires fidèles d'une année sur l'autre à leurs partenaires et à leurs falaises. Chaque printemps, près de 6 millions d'oiseaux de mer se rassemblent pour mener à bien une courte période de reproduction. Serrés en rang d'oignons, les guillemots de Troil ne possèdent que quelques centimètres carrés de roche pour territoire, réduits à la surface des palmes. Cette promiscuité ne les empêche pas de se livrer à des actes de tendresse qui renforcent les liens du couple. La vie grouille et bouillonne sur les falaises, où l'urgence d'assurer une nouvelle génération est palpable. Perdue en mer, l'île de Basse-Roque est un sanctuaire pour le plus grand oiseau de mer de l'Atlantique Nord. On pourrait croire à l'activité d'une ruche d'abeilles. 150 000 fous de bassan blanchissent le dôme rocheux d'avril à septembre, la plus grande colonie au monde. Les fous profitent des turbulences pour repérer la moindre corniche et établir leur nid sur un maigre espace. Contrairement aux apparences, les fous sont peu sociables et s'avèrent très agressifs envers leurs congénères dont les nids se situent à la limite de la portée d'un coup de bec. Bec contre bec, le couple renforce ses liens tout au long de la reproduction. L'arrivée d'un chalutier à proximité de la colonie est une aubaine. Cette fois, nul besoin de parcourir de longues distances. Les fous peuvent resquiller quelques poissons échappés des filets au terme d'un plongeon qui atteint parfois les 100 km/h à la surface de l'eau. Après plusieurs mois d'attente, j'ai enfin récupéré mon caisson étanche qui a effectué un aller-retour aux États-Unis pour une révision complète. Il me tarde de l'utiliser dans les eaux translucides d'un archipel méconnu, digne des plus beaux lagons. Dans les îles de l'ouest de l'Écosse, l'ensoleillement garantit une explosion planctonique à la base de toute la chaîne alimentaire marine. Brassée par le vent et les courants, la mer des Hébrides est particulièrement riche en vie marine. Dans ces eaux poissonneuses, les phoques forment des colonies à l'écart de toute perturbation humaine. Mon intrusion dans leur paradis sous-marin provoque autant de méfiance que de curiosité.
Petit à petit, certains se risquent à venir à ma rencontre. Jusqu'à cet instant où un mâle dominant viendra sans complexe quémander son portrait. Loin de toute fréquentation, l'île inhabitée de Lunga est un paradis pour les oiseaux de mer. Débarquer sur ce petit joyau est un privilège, car au plus près des oiseaux, je peux contempler et photographier le peuple des falaises qui livre son intimité pendant la période de reproduction. La vedette des lieux a des allures de clown des mers. Les macaremoines n'échappent pas aux règles d'une colonie. Toute interaction est codifiée par les rituels de reconnaissance et d'apaisement. En fin de journée, les macareux sont de retour à la colonie et subissent l'assaut des moustiques. Contraints de nicher à terre pour quelques semaines seulement, ils pourront, une fois n'est pas coutume, contempler cet océan où ils séjournent 9 mois par an. Après des jours d'attente, je prends enfin la mer avec une équipe de biologistes pilotée par Shane Wazik. Nous partons à la recherche d'un gargantua, le 2e plus grand requin du monde. Aussi impressionnant qu'inoffensif, ce géant de 10 mètres et 5 tonnes ne se nourrit que de plancton, qui l'engloutit, gueule béante. Au terme de sa longue migration de plusieurs milliers de kilomètres, le requin pèlerin apparaît dans les eaux de surface pour emmagasiner un maximum de nourriture. Durant l'été, seules quelques journées réunissent toutes les conditions pour envisager une mise à l'eau avec ces colosses. Face à ces ombres irréelles émergeant du bouillon planctonique, la rencontre est tout simplement magique. Lorsque les requins s'évanouissent définitivement dans les profondeurs, je sais que l'été touche à sa fin et qu'arrivent les premiers frimas. Après ces moments forts sous l'eau, j'ai encore plein d'images dans la tête. Mais il y en a une qui reste imprimée comme un rêve, presque inaccessible. Cette loutre qui a la faculté d'apparaître et de disparaître partout et nulle part à la fois. Pourrais-je un jour la suivre sous la surface de l'eau ? Avec l'arrivée de l'automne, il me sera difficile de me remettre à l'eau.
Mais je sais que d'autres événements naturels se préparent dans les îles d'Ayla et de Jura. Quelle que soit sa taille, chaque île est à la fois la promesse du renouveau, un voyage dans le voyage, une parenthèse qui suspend le temps. Sur Ayla, je retrouve cette atmosphère si particulière, où au parfum iodé des présalés se mêle un fumet enivrant, celui des distilleries mondialement connues pour leur whisky aux arômes tourbés. L'île cache bien d'autres trésors. Les vastes baies fertilisées par les marées fournissent une table d'hôtes précieuse pour de nombreux migrateurs. Une aubaine pour les oiseaux aquatiques et le petit peuple des vasières. Parmi les trotteurs de grève, le bécasso variable est l'un des plus menus, de la taille d'un étourneau. Affamé, le grelot des toundras est un voyageur long courrier. Entre sa villégiature boréale et ses quartiers d'hiver africains, les côtes écossaises représentent une étape salvatrice. Une autre voyageuse au long cours choisit quant à elle d'établir sur Ayla sa résidence hivernale. Tout droit venues du Groenland, les bernaches nonnettes ont la fringale. Bientôt, elles seront 40 000 à brouter bruyamment dans les champs. À la tombée de la nuit, les clans familiaux s'élancent en formation serrée pour trouver refuge sur les vasières. Au petit matin, au moindre signe de nervosité, ces milliers d'oiseaux décollent d'un seul élan et ondulent comme une série de vagues. Leurs envolées donnent naissance à des tourbillons scintillants et des valses trépidantes, sous un ciel imprégné de la magie des grandes migrations. À quelques battements d'ailes, les montagnes de l'île de Jura m'appellent pour un rendez-vous grandiose. Véritable trait d'union entre Ayla et Jura, le traversier me dépose sur une autre planète. Une petite communauté s'est ancrée dans cet univers infini de landes et de tourbes. Une nature où le pittoresque s'unit au sublime. Dans cet univers spongieux et minéral, seuls les moutons et les cerfs parviennent vraiment à se frayer un chemin. En octobre, toute l'île vibre au son des brames langoureux. C'est la période du rut. Tous les mâles engagent un bras de fer vocal. Survoltés par un taux de testostérone 1000 fois supérieur à la normale, les cerfs se livrent à leurs impressionnantes joutes vocales qui résonnent à longueur de journée. Malgré une très forte excitation, les affrontements entre mâles finissent rarement en duel physique. Je pars à la recherche des hardes qui se réfugient dans les tourbières. Leurs complaintes me guident sur leurs traces jusqu'aux dernières lueurs du jour.
ce théâtre des ombres émergent immuablement les vocalisations hargneuses et éraillées dont l'écho retentira toute la nuit. Sur Jura, les cerfs ont développé d'étonnantes mœurs maritimes. Pour pallier la faible valeur nutritive de leur alimentation dans la lande, ils viennent se nourrir sur le littoral d'algues riches en sels minéraux. Dans cet univers hostile, il existe un îlot verdoyant qui fait le bonheur de toute une harde. Au gré des marées, le groupe n'hésite pas à traverser le bras de mer pour satisfaire son appétit. Ces cerfs maritimes sont certainement les seuls en Europe à goûter aux vertus du bain de mer. Je dois déjà quitter l'île, car je viens d'avoir une information précieuse. Tout au nord de l'Écosse, un autre événement vient d'avoir lieu. L'automne est la saison que j'affectionne le plus, car les Highlands revêtent leurs couleurs flamboyantes sous des faisceaux divins de lumière. L'information s'avère exacte. Un ami écossais m'a indiqué ce lieu tenu secret. Dans une crique isolée, les rochers s'animent, de grosses masses s'agitent et se prélassent. Aux prémices de l'hiver, les femelles viennent mettre bas leur unique blanchon. Pendant 3 semaines, le nouveau-né conservera son pelage blanc jusqu'à son sevrage. Le retour à la colonie est un moment délicat, car les phoques ont chacun un petit à défendre. Il faut d'abord esquiver l'agressivité des autres femelles, puis surveiller la présence des grands mâles qui cherchent à s'accoupler. Le parcours est jonché d'obstacles. À tout moment, la femelle peut subir l'agressivité des autres phoques. Aussi malhabile à terre que virtuose sous l'eau, la mère doit péniblement remonter la crique et s'orienter selon les cris de son jeune. Dans les minutes qui suivent la mise bas, la femelle et son petit créent un lien vital en apprenant à reconnaître leurs odeurs et leurs vocalisations respectives. Elle l'allaitera jusqu'à ce qu'il atteigne les 45 kilos, en faisant elle-même le sacrifice du quart de son poids. L'hiver est maintenant bien installé. Chaque journée subit la véhémence des éléments. Quand le vent interrompt sa furie, les Highlands livrent leur plénitude immaculée de premier matin du monde. Le petit peuple de la rivière s'active, quelle que soit la température. Je ne pensais pas assister au jeu d'une famille de loutres dans la neige. J'ai hâte de retrouver celle qui occupe le littoral. En attendant le retour des beaux jours, je profite d'une accalmie pour aller à la rencontre d'espèces adaptées au climat rude des montagnes des Cairngorms.
Pour passer inaperçu, le lièvre variable troque son pelage brun estival pour une tenue adéquate. Le lagopède alpin opte lui aussi pour un plumage de camouflage afin d'échapper à l'œil perçant de l'aigle royal. La perdrix des neiges doit quand même se mouvoir pour trouver une maigre pitance, quelques bouts de bruyère dissimulés sous la neige, et attendre sagement des temps meilleurs. Le printemps est enfin de retour, tout comme cette obsession qui me hante depuis des mois. Mon intuition me pousse à revenir sur l'île qui m'a tant subjugué. Je veux en avoir le cœur net, et je suis prêt à y consacrer le temps nécessaire pour aller au bout de mon rêve. Ces lieux de passage forment des coulées bien marquées. Plus que jamais, je perçois sa présence. Oh purée. Ah, je le crois pas. Oh. Aïe, 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 mais là, c'est sa catiche carrément. Alors ça, c'est rare de trouver l'endroit où elle vient se reposer, où elle met bas et elle élève ses petits. Ah, il y a plein de crottes devant, il y a un beau trou. Oh. Alors ça, c'est un lieu sacré qu'il ne faut surtout pas déranger. Je ne vais pas m'attarder ici. Oh, punaise, je pensais pas que c'était là quand même. Les pièges vidéo m'aideront à confirmer sa présence et ses habitudes. J'en sais suffisamment. Je ne peux plus attendre. Une énergie folle m'envahit. Cette fois, j'ai tout prévu, tout ce qu'il faut pour pêcher et bivouaquer. Cette île sera ma demeure aussi longtemps qu'il le faudra.
Les pièges ne m'avaient pas tout révélé car c'est toute une famille de loutres qui vit dans ces lieux. Je dois saisir cette chance. Ne rien lâcher et guetter la moindre silhouette jusqu'à créer l'opportunité tant attendue. Rien. Je n'ai rien vu sous l'eau. Je dois l'admettre, je n'ai pas été assez discret, et elles m'ont échappé. Voir les loutres se gaver de poissons m'a aussi ouvert l'appétit. Ces trêves me font du bien, mais je ne peux m'empêcher de repenser à cet échec. Je m'en veux car je n'aurai sans doute pas de seconde chance. Je dois maintenant me faire oublier sur ce petit paradis, avant d'espérer les revoir. Ils sont apparus comme un mirage. Je n'ai pas rêvé, j'ai bien entendu leur souffle jaillir de cette mer étale. Ils sont bien là et m'invitent à les suivre. Une famille de grands dauphins semble vouloir communiquer. Ils se livrent sans crainte de l'homme et suscitent le sentiment troublant que nous sommes unis par le même élan de vie. Une part de sauvage en soi qu'on ne peut ignorer. Quel message ont-ils voulu me délivrer? De ne jamais abandonner? Plus que jamais, je reste déterminé. Je ne veux pas partir sans une dernière chance. Je l'ai tant cherché, je l'ai tant rêvé.
Et ce jour-là, c'est elle qui viendra me voir.